les deux auteurs, donc Pascal Robert Diard et Emmanuel Carrère, pour leur dernier roman respectif. Donc Pascal Robert Diard pour La Petite Menteuse et Emmanuel Carrère pour V13. La rencontre sera assurée par le journaliste Grégoire Leménager, que nous remercions, et elle a été initiée par la librairie Les Traversées, qui va vous dire un petit mot et que nous remercions évidemment beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, je vais peut-être me répéter, et je vais parler au nom de toute la librairie Les Traversées. De voir si nombreux ce soir, et on est très heureux de cette rencontre. Et je vais vous présenter un petit peu plus en détail les trois personnes qui sont autour de cette estrade. Alors, Pascal Robert Diard, vous êtes journaliste au Monde, chroniqueuse, responsable de chronique judiciaire, et depuis 2002, vous avez suivi toutes les grandes affaires judiciaires, qu'elles soient plus ou moins médiatiques. Et vous avez donc une importante connaissance du fonctionnement du système judiciaire et de son quotidien. Et vous êtes aujourd'hui la romancière de La Petite Menteuse, que vous publiez pour cette rentrée. Emmanuel Carrère, on vous connaît en tant qu'auteur, mais également en tant que réalisateur et scénariste. Et vous avez assisté, vous aussi, dans le cadre de pour vos romans ou pour d'autres jours, des audiences, procès, et notamment pour V13 à l'ensemble des séances de l'attentat du vendredi 13 novembre. Vous avez tenu une chronique au Nouvel Obs toutes les semaines, qui vous restituez là dans V13. Et Grégoire Leménager, donc vous êtes directeur adjoint de l'Obs, journaliste littéraire, et vous avez signé la postface de V13. Et si on a tenu dès le mois de juillet à vous rassembler ce soir, Emmanuel et Pascal, c'est que vous avez chacun une connaissance intime et particulière, singulière chacun du monde juridique, et que je crois que vous êtes souvent croisés dans les couloirs des palais de justice et que vous vous appréciez mutuellement. Voilà. Ça semblait tomber sous le sens de faire cette rencontre qui s'annonce riche, passionnante et intelligente. Et la rencontre, on va échanger vous allez échanger pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. On va vous laisser 30 minutes de questions-réponses et puis ensuite un moment dédié avec chacun des auteurs pour les dédicaces. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Écoutez, moi je suis très, très heureux, très honoré d'être là pour cette rencontre entre deux écrivains qui aiment passionnément la justice, je crois, et dans un peu tous les sens du terme. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors je comptais faire les présentations, mais elles ont été faites. Je précise quand même que donc, Pascal Robert Diard, qui avait déjà écrit des livres, publie là cette fois son premier roman. C'est pas rien, c'est autre chose quand même que de faire des livres sur des affaires réelles. Ce premier roman, il s'appelle La Petite Menteuse, par l'opposition de l'Iconoclaste, et c'est l'histoire, en gros, on y reviendra, hein, mais je pose 2-3 bases pour qu'on s'y retrouve. En gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, après avoir envoyé un homme en prison en l'accusant de viol quand elle avait 15 ans, déclare lors du procès en appel, quelques années plus tard, que ce type ne l'a jamais violée et qu'elle a menti, d'où le titre. Alors c'est une trame qui est un peu périlleuse comme ça, mais le roman vraiment est absolument formidable d'intelligence, de maîtrise, et je ne suis pas le seul à le dire, il ne passe pas inaperçu. Il est actuellement sélectionné pour le prix Goncourt, le Grand Prix de l'Académie française, il n'en reste plus que 3, donc, voilà, et puis le prix Interallié. Donc pour un premier roman, c'est assez rare. Et donc vraiment bravo Pascal. Emmanuel, Emmanuel, vous allez voir, on va peut-être avoir du mal à se vous voyer, parce que je suis ému de le retrouver, puisque effectivement pendant 1 an, donc, il a couvert ce procès historique, monstrueux, des attentats du 13 novembre, et j'étais dans la position de celui qui est le premier lecteur, puisque chaque dimanche soir ou chaque lundi matin, selon les semaines, il m'envoyait ces 8000 signes, pas plus théoriquement,
et rarement plus, parce qu'il respecte scrupuleusement les longueurs et les horaires de remise de copie. Donc chaque semaine, il y avait une chronique dans laquelle il revenait sur certains des épisodes des audiences de la semaine écoulée. Et ce livre, donc aujourd'hui, ces chroniques aujourd'hui, elles sont rassemblées, augmentées, légèrement remaniées, par-ci par-là, pour donner ce livre que je trouve formidable, qui s'appelle V13, et qui lui vient de remporter un prix aussi, le prix Aujourd'hui. Alors, en gros, nous avons affaire à une chroniqueuse judiciaire qui a écrit un roman et à un écrivain, quand même, votre principale activité, qui a écrit une chronique judiciaire. Et du coup, pour introduire les choses, je voulais vous demander d'où viennent vos fascinations respectives pour la mécanique des procès, plus particulièrement des procès en assises, qui est quand même quelque chose, et au fond pour la justice, alors que vous l'écrivez dans vos deux livres, on est très mal assis quand on suit un procès, et puis on entend des histoires terribles ou sordides. Donc ça vous vient d'où? Pascal Roberdière, j'ai cru lire quelque part que vous aviez suivi le procès Klaus Barbie il y a longtemps, et que c'était ça qui avait déclenché votre fascination pour cet univers. Suivi, c'est un grand mot. J'étais stagiaire au Monde, parce que j'ai rien connu d'autre que le Monde. Donc j'ai suivi, en revanche, le chroniqueur judiciaire qui était quelqu'un d'absolument exceptionnel, qui s'appelait Jean-Marc Théolaire, et qui m'a emmené aux audiences du procès Barbie. Donc effectivement, ça a été, disons, un apprentissage un peu particulier. Mais je dois quand même dire que dans l'envie de faire la chronique judiciaire, j'espère, Emmanuel, que tu ne vas pas rougir, mais il y a évidemment Emmanuel Carrère. Parce que il n'y a pas simplement l'adversaire, que j'imagine vous êtes nombreux à avoir lu. Il y a avant des chroniques. Il y a des chroniques judiciaires d'Emmanuel Carrère dans l'événement du jeudi ou dans Marianne. Je ne sais plus comment ça s'appelait, l'événement du jeudi, je crois, à l'époque. Et en 90. Ouais, voilà. Moi, j'étais pas du tout j'étais pas chroniqueuse judiciaire. Il y a eu un moment où j'étais pas chroniqueuse judiciaire. Je le suis devenue en 2002. Ça fait quand même 20 ans. Mais les chroniques d'Emmanuel et l'adversaire. Bon, l'adversaire pour tous les chroniqueurs judiciaires, c'est le Graal. Enfin, c'est vraiment, voilà. Donc, ça fait partie aussi de ceux qui donnent envie d'aller voir, parce qu'il a tout de suite saisi ce qu'on pouvait y vivre. On ne raconte pas. En fait, moi personnellement, je ne sais pas ce qu'Emmanuel pense, mais moi, j'ai aucune appétence pour le fait divers, paradoxalement. Ça m'intéresse pas, le fait divers. J'aime le procès parce que je pense que c'est un lieu magnifiquement démocratique. C'est un lieu où des gens qui se haïssent vont devoir s'écouter, où tout va être organisé par une procédure qui est ancienne, qui est solennelle, pour que cette parole, la parole impossible entre des parties qui se détestent, qui ont toutes les raisons, encore une fois, de se haïr, puisse s'exprimer, et pour que tout le monde entende les mêmes mots en même temps. Moi, je reste, malgré l'expérience, malgré des moments où, effectivement, j'ai vécu beaucoup de procès ratés, mais j'en ai vécu suffisamment de merveilleux pour rester très, très, très impressionnée et passionnée par ce lieu, et puis surtout parce que c'est un lieu d'humanité, c'est un lieu de rencontre avec des individus, avec des trajectoires, avec des gens qui se débattent avec ce qu'ils sont, avec les pauvres mots qu'ils ont. Et ça reste, voilà, c'est un endroit, je trouve, exceptionnel en fait. Un procès peut être merveilleux. Emmanuel, oui, alors moi, contrairement à toi, j'aime les faits divers aussi. mais non, ça m'est arrivé donc occasionnellement d'être chroniqueur judiciaire, et je me suis aperçu que c'était une corporation avec des gens différents, mais que j'aimais beaucoup, et j'ai l'impression que c'est une corporation journalistique très particulière, qui est faite de gens qui ont une espèce de passion pour cette espèce d'humanité meurtrie, douloureuse, violente, mais aussi, c'est ce que tu disais, qu'on entend les mêmes mots. C'est que, au fond, tout le monde assiste à la même... Ce théâtre du procès, qui n'est pas du tout le même que quand on écrit sur un fait divers. Le procès, on assiste tous à la même chose, et chacun l'écrit à sa façon. C'est-à-dire que c'est vraiment le lieu somme toute, de la sensibilité individuelle et du talent aussi. Parce que, voilà...
on n'a pas d'informations différentes. On voit tous le même spectacle, si on peut parler de ça, de cet impressionnant théâtre qui est un procès d'assises. Et puis, chacun le raconte à sa façon. Et c'est un révélateur de personnalité. Je trouve que c'est vraiment les chroniqueurs judiciaires sont des gens généralement à forte personnalité. Alors toi, tu es là, Pascal est quand même la star française de la chronique judiciaire. Tout le monde, on peut s'envoyer des fleurs comme ça, mais le fait est que moi j'étais très heureux en fait, on s'était pas côtoyés auparavant, on s'est croisés dans ce procès que j'ai suivi beaucoup plus assidûment que Pascal Roberdière, que je pense que ça embêtait un peu, que c'est pas du tout ton genre de procès. Si, je vais quand même répondre là-dessus. Non, c'est-à-dire que, je suppose qu'on va en parler parce qu'on va rentrer dans V13. Et, non, moi, j'avais suivi le procès des attentats de janvier, c'est-à-dire le procès de l'hypercachère et de Charlie Hebdo. Bon, c'est pas rien de suivre ça. Ce sont des images extrêmement violentes, ce sont des témoignages extrêmement forts, et donc quand je suis sortie de là, j'avais dit à mon journal, c'est fini, je ne veux plus. Et puis effectivement arrive le procès des attentats. C'était très lourd, ça s'annonçait très très long. Au départ, il était prévu pour 9 mois, il a duré 1 an, et donc il n'était pas question que je ne prête pas la main. Donc effectivement, j'y suis allée, mais nous étions 3. Avec Soren Silo et Henri Sequel qui avaient suivi avec moi le procès des attentats de janvier. Et donc, effectivement, j'ai suivi toute la première partie. Enfin, je suis repartie en février. J'ai suivi toute la déposition des rescapés, des parents des victimes, les dépositions des enquêteurs. Et je crois que ça m'a suffi, en fait. On était 3 pour l'Obs aussi, hein, d'ailleurs. Il y avait aussi Mathieu Delahousse et Violette Lazare. Et c'était pas trop pour porter ça, d'être 3 par journal. J'ai l'impression que le fait pour toi, Emmanuel, le fait de te sentir intégré dans une équipe aussi, d'avoir des équipiers, c'était très précieux. C'était important aussi moralement. Oui, bien sûr, et de faire partie le temps de ce procès, de cette espèce de communauté, quoi, qui est une des belles choses quand même aussi d'un procès. Enfin, c'est encore plus. C'est encore plus manifeste quand les procès se passent en province et que au fond les gens ne sont pas qui rentrent pas chez eux le soir, que s'il y a cette espèce de petite communauté de gens qui sont dans les mêmes hôtels, qui vont dans les mêmes restaurants, qui passent leur temps en vase clos. Ça c'est une chose. Moi j'avais connu ça dans le procès de Jean-Claude Roman, qui était beaucoup plus court. Hein, c'était 2 semaines. Mais toi tu as beaucoup connu ce type de. Oui, non, mais parce que Emmanuel a écrit d'ailleurs quelque chose moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Le jour de crime avec un chroniqueur judiciaire du Figaro qui s'appelle Stéphane Durand-Soufflant, et nous avions mis en exergue du livre cette phrase d'Emmanuel qui dit jusque-là je ne connaissais que que les festivaliers, c'est-à-dire je connaissais des festivaliers qui disaient moi j'ai fait Cannes 1995, je sais pas quoi, bon bref Berlin 2002, et j'ai découvert une autre corporation qui disait moi j'ai couvert Barbie, j'ai couvert Fourniret, j'ai couvert etc. Oui, mais c'est aussi parce que les procès sont des spectacles. Enfin, peut-être qu'on y reviendra après. Il y avait une autre question, disons préliminaire, que je voulais vous poser. Bon, la chronique judiciaire, c'est un genre journalistique. Je voulais vous demander à partir de quand et qu'est-ce qui fait que ça peut devenir un genre littéraire. Et du coup, Pascal Roberdière, vous qui avez un peu suivi ce procès V13, j'imagine que vous avez lu le livre d'Emmanuel, et je me demandais quel regard, vous, la professionnelle, vous portez sur la manière dont un amateur chevronné quand même, hein, parce que Emmanuel n'en était pas à son premier procès, a rendu compte de ça. Alors, il me semble qu'il y a 2 choses dans votre question. Oui. La première, c'est qu'effectivement, je crois que la chronique judiciaire a quand même une histoire très ancienne dans la presse quotidienne. C'est effectivement ceux qui... il y avait le feuilleton politique, le feuilleton littéraire et le feuilleton judiciaire au XIXe siècle. Et le feuilleton judiciaire avait une vertu, c'est que comme il se déroule sur plusieurs jours, il permettait au lecteur de revenir. Donc c'est vraiment le début des séries, c'est le feuilleton judiciaire. Bon, alors, maintenant...
apprendre que Emmanuel Carrère suit le procès V13. La première réaction, c'est de se dire... Bon, on se dit, on est mal, qu'est-ce que c'est horrible, mon Dieu, mais les papiers, donc on attend le premier papier, et puis on a la trouille, parce qu'effectivement, c'est d'une certaine manière, c'est chez moi, quoi. c'est mon domaine. Donc le voir arriver, je me suis dit, ah zut, là, la concurrence va être très, 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 très rude. J'avais déjà eu la même aventure avec Yannick Enel au procès des attentats de janvier. Et puis... Donc, effectivement, je ratais pas un seul de ces papiers dans l'Obs. Je guettais, j'attendais même la première mise en ligne. Voilà. Et puis, en fait, on n'est pas d'abord dans le même rythme, évidemment. Hein. Moi, j'ai un rythme quotidien. Nous, on écrit la nuit. Donc, les audiences se terminent. On rentre chez soi et on écrit le papier dans la nuit et on l'envoie. Mais la crainte que j'avais chaque fois que je regardais la chronique qu'il avait écrite pour l'Obs, c'était de me dire qu'est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce qu'il a vu que j'ai pas vu ? Bon, et alors au début, je me suis dit, non, en fait, c'est bon, c'est bon, on voit la même chose. Et on avait au début ce rythme, en plus, nous, plus rapide, plus fort. Et puis en fait, ça n'a strictement rien à voir. D'abord parce qu'il avait son rythme hebdomadaire, qui fait qu'il était vraiment, il voyait des choses, il avait plus de temps et il les voyait avec un angle différent. Et puis surtout, c'est un écrivain, c'est-à-dire que moi, je dois chroniquer ce que j'entends, ce que je vois. Ça passe évidemment par moi, ça passe évidemment par la sensibilité qui est la mienne, par les émotions qui peuvent être les miennes. Mais je dois quand même les tenir, parce que j'écris dans un journal, et je suis quand même, ça relève quand même de l'information, surtout pour un procès comme ça. C'est pas tout à fait pareil pour un procès d'assises, je dirais. Mais là, c'est vraiment un procès d'information. C'était un procès qui était extrêmement suivi dans le journal. Et l'écrivain a une liberté absolue que le chroniqueur judiciaire n'a pas. Il peut se mettre, et c'est ce que j'ai perçu, et il se met à un moment donné, il se met au milieu. Il est là et il regarde tout autour de lui. Emmanuel, on le voit très bien dans V13, a noué des relations avec des parties civiles, avec des parents de victimes, avec les accusés qui comparaissaient libres, toutes choses que personnellement je m'interdis. Voilà, c'est la limite de l'exercice. Pour moi, je dois raconter, je ne me mets pas au milieu, je dois transcrire, voilà. Je n'en fais pas une matière littéraire. Donc effectivement, c'est vraiment deux registres différents qui sont très complémentaires. Après, il se trouve qu'en plus, ce procès n'a pas donné lieu à un appel. Donc, il restera quoi de ce procès ? Il restera V13. C'est évident. Pour l'histoire, il restera V13. Par ailleurs, moi j'ai été tout de même. Il y a beaucoup d'articles que tu as faits dans lesquels, je veux dire pendant le V13, dans lesquels tu as allé quand même assez loin dans l'expression du sentiment personnel, de l'émotion, de l'écho que ça suscitait en toi. Je pense aux articles, tu sais, sur ce garçon Guillaume, où tu as fait tout un article sur sa voix, sur l'espèce de frisson qui te parcourait l'échine à l'entendre parler. C'était quand même un mode d'expression qui relève pas de la pure information, excuse-moi. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que le lecteur soit assis à côté de nous. Il faut qu'il vive ce que nous vivons. Donc, il faut on n'est pas des greffiers. C'est effectivement la différence entre les greffiers et la chronique. Donc, effectivement, oui, il y a des moments où ça passe comme ça. Mais tout ce que tu apportes en plus, c'est-à-dire la rencontre avec, encore une fois, les discussions sur le parvis, etc., toutes choses que moi, personnellement, je m'interdis, en fait. Oui. Enfin, quand on lit et Pascal Roberdiard et effectivement Sereine et Durand Soufflant du Figaro, enfin, on lit quelqu'un. C'est une voix qu'on entend, c'est quelqu'un, c'est comme, je ne sais pas, un ami qui vous parle, dont on connaît la personnalité, tout ça. Moi, je vous lis pour ça, et pas seulement pour ce que je peux savoir de ce qui s'est passé dans le courant d'un procès. Alors, cela dit, là, c'est vrai qu'il y a une temporalité, une chronologie complètement différente. Je pense que là, ma position, qui était celle
du chroniqueur hebdomadaire est malgré tout plus confortable, et pas seulement en termes d'organisation de la vie, parce que je veux dire quand même, ça veut dire se coucher à des heures normales, c'est juste pendant le week-end, assez confortablement qu'on travaille. Mais c'était... moi, la question, je lisais pas mal les chroniques, les articles des confrères. Et là, moi, je me posais le truc inverse. C'était pas qu'est-ce que j'ai raté, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter qu'ils n'ont pas déjà raconté. Enfin, c'était et au début surtout, c'était très flippant. Honnêtement, je me disais, mais par exemple, enfin vous, je voyais parce que particulièrement vous trois du Monde, enfin, mais pas seulement, mais je trouvais, mais qu'est-ce que c'est super bon, quoi, la façon dont vous le traitiez chacun avec vos. Quand Sorène avait fait le premier verbatim, celui de Maya, la fille du carillon, qui était un truc, c'est un des premiers témoignages qui nous ont tous rétamés, quoi. C'était la fille était tout ce qu'elle racontait. Ils étaient rentrés à fond à 5 amis, elle avec son mari, mais un groupe d'amis. Ils étaient de jeunes architectes, tout ça. Ils sont tous morts. Enfin, elle est sortie, elle, vivante, assez abîmée, une jambe. Et un autre qui est sorti vivant, aussi abîmé. Elle pensait qu'ils allaient se soutenir mutuellement. Et ben non, l'autre a disparu. C'était trop dur pour elle. Et elle dit, voilà, on est rentré à 5 et maintenant je suis seule. Et la fille racontait ça avec une espèce de simplicité nue qui était, mais bouleversante. Et Sorène, il a dit, on peut pas faire autre chose, on fait un verbatim. Ouais. Et moi ensuite, je l'avais pas fait dans le livre parce que. Et puis, comme j'avais fait mon verbatim en notant sur mes cahiers, sur mes cahiers, finalement, dans le livre, je l'ai mis. C'est pas le même parce qu'évidemment, on n'a pas noté, comme c'était pas enregistré, on n'a pas noté exactement les mêmes choses, mais je voyais comment vous faisiez, je voyais comment vous procédiez, et d'ailleurs au bout d'un moment j'ai un peu arrêté de lire les confrères parce que c'était plutôt c'était plutôt perturbant. C'est une expérience pour le coup très très particulière, hein, le procès V13 comme le procès des attentats de janvier, parce que d'abord il y a eu des témoignages absolument exceptionnels. Donc effectivement, je crois qu'on s'est tous posé la question. Nous, avec Henri et Sorène, on se posait régulièrement la question. Et en fait, à un moment donné, il était clair que leurs mots, à eux, étaient plus forts que tout. C'est exactement ce qui s'était passé, effectivement, au procès Charlie, quand Sigolène avait déposé, quand Corinne Ray avait déposé. Je veux dire, on a écrit quelques lignes au-dessus. D'abord parce que je pense que ça permettait aussi pour nous de tenir à distance l'émotion qu'on avait éprouvée et la violence de ce que voilà, qui traversait la salle. Et donc on ouvrait les guillemets et on les fermait. Ouais. D'accord. Et sur la différence entre le journalisme et la littérature, là-dessus, Emmanuel, je sais que tu as une sorte de théorie, quoi. Moi, je n'ai pas de théorie là-dessus. Enfin, ma théorie, c'est que le journalisme est un genre littéraire. Et donc, ensuite, c'est une question de sensibilité, de talent, de choses comme ça. Mais moi, il y a des journalistes que comme toi, enfin, que je lis, pas seulement quand tu écris un roman, que je lis comme un écrivain que j'aime, oui. D'accord. Alors, on va parler un peu de La Petite Menteuse, quand même. Alors, La Petite Menteuse, pour le coup, c'est vraiment du côté de la littérature, puisque c'est une fiction. Qui est portée de bout en bout par le personnage d'Alice. Alors Alice, c'est une avocate qui, je ne connais pas, mais qui vous ressemble, j'ai l'impression, Pascal, et qui accepte de défendre. Bon, c'est une avocate qui a 30 ans de métier derrière elle. On sent qu'elle est, comme vous, habituée du fonctionnement de la justice, et qui accepte de défendre donc cette jeune femme dans son procès en appel, sans savoir au début qu'elle a menti lorsqu'elle avait accusé en première instance un pauvre type de viol. Alors, je vais vous demander tout simplement d'où vous est venue cette idée. Je crois que vous avez entendu à la radio dire que vous aviez rencontré une jeune fille comme celle que vous mettez en scène. Et du coup, pourquoi vous êtes aventuré dans le roman pour développer cette histoire, si ça part d'une histoire vraie? Alors, effectivement, au départ, il y a une histoire vraie. Hein. C'est un procès que j'ai suivi. Qui était allé très très loin, puisqu'il y avait même eu une révision, c'est-à-dire que c'est une procédure extrêmement rare. L'accusé avait été condamné à 14 ans en première instance, à 17 ans en appel.
Et la jeune fille avait dit qu'elle avait menti, et donc du coup il y avait eu une procédure de révision, et il avait été rejugé, et moi j'avais assisté au 3e procès. J'avais assisté d'ailleurs partiellement, parce qu'il était partiellement à huis clos, et cette affaire m'avait beaucoup marquée. Pas tellement parce qu'une jeune fille avait menti, ça je continue de penser que c'est pas exceptionnel. Je pense que quand on a 15 ans, on peut mentir, et on peut mentir pour se sortir de quelque chose, d'une situation compliquée dans laquelle on est. Mais ce qui était intéressant dans cette affaire, c'était à quel point les adultes l'avaient cru facilement. Et justement, c'était ça qui était qui m'intéressait moi, mais qui n'était pas l'objet du procès, parce que l'objet du procès en révision, c'était évidemment d'obtenir l'acquittement de cet accusé qui avait passé 7 ans derrière les barreaux, etc. Donc c'était un aspect qui avait été peu traité. Et à un moment donné, j'avais pensé en faire une enquête, j'avais pensé retrouver cette jeune femme, etc. Le problème, c'est que cette jeune femme a été totalement dévastée et détruite par le mensonge et par surtout les conséquences de ce mensonge, et donc c'était pas possible de la raconter. Donc je me suis dit, je vais en faire une fiction, parce que moi j'avais envie qu'elle s'en sorte. J'avais envie que ce soit quelqu'un qui affronte cette période de sa vie, qui affronte ce mensonge, qui vienne aussi tendre un miroir aux adultes, à la conviction des adultes, aux bonnes intentions des adultes, qu'elle tende aussi un miroir au dysfonctionnement de la justice quand elle va trop vite, quand elle est paresseuse, quand elle ne doute plus. Et je me suis à ce moment-là dit que seule la fiction allait permettre ça. Et j'avais en plus une image en tête que j'ai vécue il y a longtemps, quand c'était à peu près, ça faisait seulement quelques années que je suivais la chronique, et j'étais allée suivre une session d'assises complète à Grenoble. Il y avait un vieux président de cour d'assises. Dans les affaires qui étaient jugées, il y avait une affaire de viol. C'était un garçon de bonne famille qui allait mal, et il le présentait très bien et tout ça. Et donc c'était pendant les vacances de Noël. Il y avait plus de bus scolaires, et donc il longeait les routes, et il s'arrêtait près des arrêts de bus où des jeunes filles attendaient le bus, et puis comme il présentait bien, il leur disait excusez-moi, je suis perdue, etc. Est-ce que je peux vous amener quelque part? Bon, donc elle donnait la direction. Est-ce que ça vous avance? Donc effectivement, elles avaient confiance, elles montaient dans sa voiture, et puis il prenait un chemin de traverse, il verrouillait la voiture, et il leur demandait une fellation. Et voilà, donc ce type est jugé, il est condamné, et le président demande à ce que l'accusé condamné soit retiré, quitte le box. Et à ce moment-là, il fait quelque chose que je n'ai jamais vu refaire, mais qui m'a beaucoup, beaucoup frappée. Il s'adresse à ces 3 jeunes filles qui avaient 18 ans, c'était vraiment 18-19 ans, et il leur dit: Mesdemoiselles, la cour d'assises la justice vient de vous reconnaître victime. Voilà, vous êtes victime. Vous avez des cicatrices, mais on peut vivre avec des cicatrices. Alors vivez maintenant. Et cette phrase-là, je ne l'ai jamais réentendue, parce que normalement, on n'entend jamais un président de cour d'assises commenter une décision d'assises. Et elle m'a marquée parce qu'elle correspondait profondément à quelque chose que je crois, c'est-à-dire qu'on peut vivre avec des cicatrices, et que je voulais que cette petite Lisa puisse justement vivre avec ses cicatrices. D'accord. Alors, au passage, si votre livre résonne aussi aujourd'hui, c'est parce qu'il paraît dans un contexte où, depuis le début du mouvement MeToo, il y a beaucoup de questions que vous effleurez comme ça, des questions sur le consentement, la sororité, les différentes générations les différences générationnelles, disons, entre les femmes ou les féministes. Et puis, une interrogation quand même, voilà, il y a la question de l'adhésion à un scénario, enfin ça, on va en reparler peut-être, et puis il y a aussi la question de la victime, quoi. C'est vraiment une réflexion là-dessus, sur la notion de victime. Et on sent, pour le dire très vite et très grossièrement, que la sacralisation de la parole des victimes, qui est un peu réclamée quand même en ce moment, c'est quelque chose qui vous inquiète un peu, qui vous met pas très à l'aise. Enfin, c'est un peu ce que dit le livre aussi. C'est-à-dire que
Est-ce que C'est il y a un l'affaire dont vous sujet, venez de parler. Mais bon, derrière, il y a l'affaire d'Outreau qui est déjà un peu ancienne. Et là, récemment, bon, il y a eu des histoires, là, les histoires des accusations contre Julien Bayou. Enfin, c'est quelque chose dont on entend parler un peu tout le temps. Et votre livre, d'une certaine manière, répond aussi à tout ça. Je crois pas qu'il n'a pas la prétention de répondre à tout ça. La place de la victime, c'est, enfin, quand on suit les procès, c'est évidemment un sujet. Hein. Je l'ai vu évoluer, je l'ai vu changer. Elle est de plus en plus. Elle était totalement inexistante. Elle a longtemps été absolument inexistante. Donc, il a fallu absolument rétablir l'équilibre. Après, effectivement, il y a des moments où le risque existe d'un déséquilibre. Mais ça, c'est dans le déséquilibre du procès lui-même. C'est-à-dire que le procès, il est quand même fait d'abord pour juger, au nom de la société, celui ou celle qui a commis un crime ou un délit. C'est pas une thérapie. Ça n'est pas un moment de recueillement, ça peut être tout ça, mais sa vertu première, enfin ça pas sa vertu, son devoir premier, c'est de juger la transgression qui a été commise. Donc effectivement, les regards, normalement, sont principalement, majoritairement tournés vers celui ou celle qui est dans le box, celui en général. Et c'est vrai qu'il y a eu un rééquilibrage. Alors, le procès V13, c'est typiquement autre chose. J'imagine qu'on va en parler. Mais non, ce qui se passe dans le roman, c'est que Lisa, quand elle va prononcer ce mensonge, elle le prononce. C'est pas, encore une fois, c'est pas une affabulatrice, c'est pas une mythomane, c'est juste une jeune fille qui a 15 ans, qui a des seins, c'est-à-dire qui a un corps de femme. Plutôt que les autres, et qui est mal dans ce corps, et qui est assigné par ce corps à une place qui est la place de la petite fille, la fille facile, la petite salope du collège, et qui va vouloir à un moment donné s'en débarrasser, d'autant plus que cette place lui pèse, qu'elle est menacée par une vidéo, etc. Et qui va donc, pour s'en sortir, dire qu'elle est abusée par un homme. Sauf qu'effectivement, derrière, il y a une machine, il y a un énorme piège qui se referme, parce que cette parole va être répétée à des enseignants, va être répétée ensuite, et ça part dans un procès. Mais ce qu'elle va vivre, oui, elle va vivre l'état de victime, le statut de victime. Et effectivement, elle va dire, enfin c'est pas elle qui va le dire, c'est son avocate qui va le dire pour elle, qu'elle va en profiter de ce statut, au sens où, tout d'un coup, toute cette violence autour d'elle, toute cette laideur du collège autour d'elle, le fait que son père était en train de quitter la maison, le fait que sa mère venait de l'engueuler parce qu'elle avait de mauvais résultats scolaires, le fait que sa sœur la méprisait, tout ça s'arrête. Et elle va être dans ce moment particulier que va lui donner le statut de victime. Et la force, c'est pour ça que je repense à cette histoire de la cour d'assises et du haut président, c'est que la force de cette jeune fille, pour moi, c'est que ce statut, elle sait d'abord qu'elle n'a pas le droit de l'avoir. Si, elle n'a pas menti pour rien, je dirais. Elle a été victime du comportement des garçons. Est-ce qu'elle a été victime de viol? C'est une autre histoire. Mais la force de cette jeune fille, c'est qu'elle va effectivement le déposer, parce qu'elle veut rentrer dans la vie en choisissant sa place, c'est-à-dire plus la place qu'on lui assigne de la fille facile et plus la place de la victime. Elle veut être elle-même, en fait. C'est beau ce mot de déposition qui est quand même au cœur de la justice. On dépose un fardeau de douleur, de plaintes, de choses comme ça. Et idéalement, on dépose au début, puis à la fin, on rend la justice. Moi, ce que je voudrais dire aussi, dont on n'a pas parlé, c'est il y a le personnage l'autre personnage principal du livre, qui est celle dans le point de vue de qui on est, qui est un personnage d'avocate, qui est vraiment, je trouve, un très beau personnage, et dont je pense que tu t'es pas mal projeté. Enfin, comme c'est difficile d'imaginer autre chose, et on a l'impression que que c'est elle qui prend en charge toute cette histoire, et que le livre l'amène vraiment jusqu'au seuil de la plaidoirie, et qu'il y a vraiment quelque chose de très beau sur le métier d'avocat là-dedans.
Oui, d'autant que elle éprouve un attachement pour cette jeune fille, mais aussi beaucoup de colère quand elle se rend compte qu'elle a menti, etc. Enfin, elle est très ambivalente sur tout ça. Et puis, il y a quand même ce regard un peu critique et un peu à contre-courant de l'époque sur en tout cas, un regard disons, une volonté de réfléchir au confort que peut apporter subitement ce dont vous venez de parler, ce statut de victime qui neutralise et à propos du V13, et puis ça va peut-être faire une transition, vous aviez écrit, je crois, un article dans Le Monde, justement, où vous vous interrogiez sur l'empathie extrême, enfin, en tout cas, relativement hors norme, mais tout est hors norme dans ce procès, l'empathie relativement hors norme qui était accordée aux victimes, le fait qu'il y ait les parties civiles qui est déposée comme ça pendant des semaines et des semaines. Non, c'était pas sur cette empathie-là. C'est-à-dire que c'était effectivement, j'ai écrit un papier qui m'a valu un certain nombre de colère et de rage sur les réseaux sociaux. C'était un papier qui était titré, qui parlait, qui posait la question, il y avait un point d'interrogation à la fin quand même, j'y tiens, de savoir si cette cour d'assises était un cocon pour les victimes. Alors je pense que le mot était malheureux, mais en fait ça s'est passé au tout début, c'est parce qu'il y avait, on était tous là, et il y a une association dans ces procès, d'ailleurs comme maintenant dans beaucoup de procès, il y a des bénévoles, enfin non, je ne sais pas s'ils sont bénévoles d'ailleurs, enfin bon bref, des psychologues qui viennent, qui appartiennent à une association de victimes, et qui sont là pour, évidemment, apporter leur soutien psychologique dans les moments particulièrement difficiles. Et le procès V13 n'était qu'un gigantesque moment difficile. Et donc, ils avaient des gilets bleus. Et il y avait plusieurs choses. La première chose, c'est que chaque fois qu'on allait entendre un témoignage d'enquêteurs, quand on allait voir des images, et les images étaient pourtant incroyablement édulcoré par rapport au procès des attentats de janvier, justement à cause de l'effet qu'avait produit le procès des attentats de janvier. Le président disait « Je vous informe que ces images vont être difficiles à soutenir, etc. Donc si les personnes veulent sortir, une fois, 2 fois, 3 fois, à chaque fois il y avait un avocat de partie civile qui se levait et qui donnait le numéro de téléphone de SOS, un numéro de ligne qu'on pouvait appeler si on n'allait pas bien. Et puis il y avait ces personnes en gilet bleu qui s'avançaient dans les travées et qui regardaient tout le monde pour voir s'il n'y en avait pas qui allait défaillir. Et j'ai trouvé que c'était trop. J'ai trouvé que c'était trop d'abord parce que je pense que le soutien psychologique qui doit se faire, pour moi, à l'extérieur, juste à l'extérieur, mais hors la salle d'audience. La salle d'audience, qu'on le veuille ou non, c'est un lieu de violence. C'est un lieu qui est dur. Et je pense qu'il ne fallait pas tout mélanger. Il ne fallait pas mélanger à la fois cette dimension de soutien et la dimension de jugement. Il se trouve qu'effectivement, après, ces personnes sont restées au fond de la salle et à l'extérieur. Et encore une fois, elles sont absolument nécessaires. Et je pense d'ailleurs qu'il y a un certain nombre, y compris de journalistes, qui ont eu affaire, enfin, qui ont eu besoin de temps en temps d'aller les voir. Mais c'était juste ce moment-là que j'ai voulu exprimer. C'était cette place un peu trop grande. Après, ce qui s'est passé, c'est que les parties civiles elles-mêmes, enfin ça, Emmanuel le raconte très très bien, mais ont été les premières à un moment donné à dire, enfin certaines parties civiles, mais quand même des associations très importantes, que justement, peut-être, on avait trop édulcoré. Parce que les scènes de crime on les voyait de très très loin. Il y avait des rectangles blancs sur les corps. Dans les scènes des terrasses, on n'avait aucune photo, on avait des reconstitutions avec des silhouettes au sol. Et le Bataclan, on l'a vu avec des petits points. On l'a vu refait à neuf. Et on n'a pas du tout vu la scène de crime. Et je ne pense pas du tout qu'il fallait forcément la montrer. Et puis il y a la question... Et à peine entendu. Il y a la question du fameux enregistrement. Et en fait, les parties civiles elles-mêmes ont dit à un moment donné, mais ça n'était pas ça. C'était bien pire que ça. Donc il y a eu effectivement un premier enregistrement, puisque vous savez, il y a un téléphone qui a tourné pendant les 2 heures de l'attaque du Bataclan. Donc la bande son de l'attentat, elle existe, elle est entière. Et effectivement, on n'en avait eu qu'un tout petit morceau. 22 secondes. 22 secondes. Et il y en a eu un autre après, à la demande des parties civiles. Oui, enfin, c'était très court aussi. Oui. Mais c'est vrai que ça a été demandé par des gens qui étaient au Bataclan, par des...
Et Emmanuel, toi, ces premières semaines de déposition, ça a été très éprouvant. Tu en gardes quel souvenir avec le recul? À l'époque, moi, je suis retombé sur une... Alors, vous allez voir, c'est 3 lignes qui ont sauté dans le livre, mais qui se trouvaient dans la chronique du 28 octobre 2021, dans l'Obs. Je suis désolé, je les connais. Donc je vois ce qui a sauté. C'est le 13e jour consacré aux survivants et victimes du Bataclan. Il en reste encore 5. Nous avons écouté près de 200 témoignages. 80 parties civiles supplémentaires se sont constituées ces dernières semaines, qui sont en liste d'attente, qu'il faudra bien entendre un jour ou l'autre. On n'en peut plus. Trop de souffrance, trop d'horreur. Comment absorber ça? Pour nous dont c'est le métier, comment en rendre compte? Et là, les lignes qui ont sauté, vous allez voir, ma perversité. Ailleurs. Hein. Même Pascal Robert Diard du Monde, qui est l'héroïne dans la vie réelle de tous les chroniqueurs judiciaires, dit qu'elle ne sait plus quoi écrire. Alors, c'est parce que je l'ai réintégré plus loin, Pascal Robert Diard du Monde, qui est l'héroïne dans la vie réelle de tous les chroniqueurs judiciaires. Non, mais en tout cas, c'est précisément, il y a quand même eu un travail de montage qui fait que certains trucs qui étaient à un endroit sont allés à un autre. Tout, voilà. D'accord. Donc c'était pas d'autocensure. Non, c'était pas pour censurer, Pascal. Bon, pardon. Mais non, mais au-delà de ça, oui, je me souviens, ce passage rend compte d'un effet de saturation que vous avez éprouvé. Et qui est quelque chose de très injuste pour les parties civiles, pour les victimes qui ont déposé, parce que à souffrance égale, alors il y a une première injustice qui est la capacité de l'exprimer. Enfin, il y a des gens qui avaient une éloquence, une capacité parfois tout à fait, y compris dans la maladresse, mais d'exprimer une émotion extraordinaire, alors que d'autres pouvaient malgré tout s'exprimer de façon convenue. C'était alignaient des clichés qui pourtant portaient une souffrance immense et réelle. Et puis il y a tout simplement des trucs très... Je sais pas, on n'écoutait pas de la même façon les gens qui arrivaient à la fin de la journée que ceux qui étaient là au début, et ni ceux qui sont arrivés les dernières semaines, quoi. Et même quand juste avant, à la toute fin du procès, il y a eu de nouveau une dernière semaine comme ça de partie civile. Et honnêtement, moi au début, j'avais l'impression, je sais pas, toi tu étais pas là, c'était que c'était terrible à dire, mais que c'était, si ça avait été un film, on se disait, ces scènes-là, on les coupe au montage parce qu'elles sont bonnes, mais on a déjà vu, c'est pas. Et dès l'instant où on se dit un truc comme ça, aussi cynique, aussi, à ce moment-là, il y a un truc extraordinaire. C'est une règle bizarre des assises, comme celle qui est qu'il suffit qu'on s'en aille pour qu'il se passe quelque chose. Et qu'ensuite les autres te disent, ah là là, dis donc, qu'est-ce que t'as raté? Mais il y a même Emmanuel a même osé un mot qui est très fort. C'est que quand on était confronté à ces témoignages, nous on l'a vécu aussi, mais je pense moi j'ai pas eu l'idée du mot, je ne sais pas si j'aurais osé l'écrire, qui était le mot de casting, parce qu'il y avait une forme de casting dans le choix. On faisait des choix, on pouvait pas tout raconter. Pour nous, oui, tous les gens pour nous qui rendions compte, il y avait une bonne dizaine de témoignages par jour. Oui, on choisissait. C'était une sorte de... Et d'ailleurs, je pense que, malgré tout, il y avait des gens qui venaient témoigner, aussi avaient une espèce, et très légitimement, de souci d'être bon, quoi, de savoir émouvoir, tout ça. Ça fait partie de cette... Ça a fait partie quand même de cette dramaturgie très, très puissante, quoi. Alors, on peut se poser la question que tu poses. Est-ce que, somme toute, une cour d'assises, qui est un endroit où rendre la justice, est le lieu d'une espèce de gigantesque psychothérapie à ciel ouvert? Ça se discute. Moi, mon sentiment... moi, somme toute, ça m'a paru absolument justifié, quoi. Mais c'est vrai qu'un procès, c'est le procès des accusés. Et pour ma part, je suis beaucoup moins... alors qu'habituellement, dans les gens qui s'intéressent aux assises, ils s'intéressent plus aux criminels qu'aux victimes. Hein. Alors que là, c'était plus intéressant d'écouter les victimes que les accusés, qui, dans l'ensemble, avaient quand même un discours extraordinairement stéréotypé, pas pauvre, qui était...
oui, que j'ai pas trouvé des personnages très intéressants, quoi. Et en plus, on peut même pas dire c'est parce que on a les seconds couteaux. Ça aurait été pas pareil si on avait eu les vrais criminels. Je pense que les vrais criminels étaient tout aussi tarés voilà, c'est pas. Oui, puis il y a c'est quand même cette dimension particulière du procès pour terrorisme. Le procès pour terrorisme, ce ne sont pas les victimes. Elles sont là, mais elles n'ont pas été visées en tant que telles. Elles sont nous. Je veux dire, c'est nous, au sens, c'est nos valeurs, notre façon de vivre qui a été visée. Donc, de toute façon, dans ces procès-là, et c'était encore plus fort au procès des attentats de janvier, parce que à travers l'équipe de Charlie, c'était la liberté d'expression qui était visée, et à travers l'hypercachère, c'était les Juifs qui étaient visés, et la policière municipale, c'était son uniforme qui était visé. Donc, je veux dire, il y avait cette dimension-là qui faisait que ce n'était pas je dirais presque des victimes de droit privé. C'était nous. Donc, ils portaient quelque chose de plus grand qu'eux. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que ces témoignages étaient exceptionnels, c'est qu'ils portaient vraiment quelque chose de plus grand qu'eux. Oui, le livre, il est structuré, il suit la chronologie du procès. Il y a d'abord les victimes, les accusés, et puis la cour avec les plaidoiries et les réquisitoires. Mais c'est vrai qu'on sent que les moments qui vous ont le plus bouleversé, qui vous ont semblé les plus beaux, effectivement, ce sont les dépositions des victimes. Tu dis beaucoup qu'il y avait une grandeur, qu'il y avait... Il y a eu des moments, je trouvais, d'une où on se sentait à la fois laminé, dévasté et d'une certaine manière grandi par ce qu'on entendait. Il y avait pas que, évidemment, mais il y avait des choses vraiment magnifiques d'humanité, de générosité, de noblesse. Alors, par moment, alors là, il pouvait y avoir le genre de doute que tu exprimes, mais par moment, on pouvait se dire qu'il y avait un peu trop de générosité, un peu trop que ça sonne un peu trop vertueux pour être absolument honnête. Le refrain « vous n'aurez pas ma haine », tout ça, moi, je pense que quand même, la haine, c'est quelque chose qu'il est difficile d'éviter, quoi, dans ce cas-là, et faire des... Je veux dire, abdiquer la haine, pour moi, c'est quelque chose qui peut être conquis de haute lutte au terme d'un immense travail psychique, spirituel, tout ça. C'est pas une espèce de prérequis, quoi. Comme on en avait parfois l'impression. Et c'est d'ailleurs, moi, je trouve très intéressant que dans le livre, dans V13, il y ait la place de ce père qui était un père qui n'était pas le père vous n'aurez pas ma haine, qui était un père qui était ivre de colère, qui était un père qui était effectivement, qui avait été d'une certaine manière rangé dans la catégorie extrême droite, donc d'une certaine manière, voilà, on n'allait pas l'écouter. Et en fait, je trouve que ça, dans la chronique, c'est vraiment très très fort. C'est-à-dire que cette parole-là, il fallait évidemment l'entendre. Enfin, je veux dire, si elle n'avait pas été... Il aurait manqué quelque chose. Elle a été très minoritaire, mais c'était bien de l'entendre quand même. Le type avait une phrase comme ça qui était très forte, comme il disait. On dit que je suis d'extrême droite, et peut-être bien que je suis d'extrême droite, mais est-ce que ça rend ma fille moins morte ? Et c'était quelque chose d'entendre ça. Oui, parce qu'il y avait quand même une sociologie aussi. Enfin bon, ça aussi, le livre en parle de il y a un profil sociologique, disons, des victimes. Il y a aussi un profil sociologique des accusés. Alors les accusés, ils vous ont beaucoup déçus. Vous avez dit qu'ils étaient nuls. Abdeslam, vous l'avez considéré comme une tête à claque parfois. Et puis finalement, ceux qui vous ont le plus intéressé, parce que finalement, ils vous ont pas appris grand-chose. C'était un des enjeux aussi. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Est-ce que tu as l'impression qu'on a appris beaucoup sur le... Non, mais bon, après Abdeslam, c'est aussi un personnage qui... c'est effectivement un homme qui a été tout d'un coup projeté dans la lumière après 6 ans à l'isolement. Donc il y avait cette dimension-là qui était quand même folle. Et puis effectivement, il était dans un rôle qui le dépassait complètement, quoi. Donc il n'était pas intéressant en réalité. J'avais un avocat qui avait une phrase pas mal. Il disait c'est vrai qu'on lui fait porter un chapeau beaucoup trop grand pour lui, mais comme il a la tête qui enfle.
Mais c'est vrai que le procès, pour ce qui est de comprendre les processus de radicalisation, etc., a été finalement un peu décevant, je crois. On a beaucoup appris, en revanche, au fond, sur la façon dont ça se constitue, une cellule terroriste, vraiment dans les détails. Oui. Et c'est les détails qui sont intéressants, vraiment savoir exactement comment ça se passe, la logistique, comment les types sont recrutés, comment ces espèces de mecs qui sont là à fumer leur shit tranquille dans leur coin, dans leur petit, sont pris dans un truc comme ça. Ça, c'était vraiment réellement très intéressant, plus que, me semble-t-il, les individualités que j'ai trouvées assez. Somme toute, oui, que je pense que c'est de ça que tu allais parler. Ceux qui étaient somme toute assez intéressants, touchants, c'était ceux qui étaient les petits accusés, ceux qui comparaissaient libres et qui sont sortis libres. Et pour comparaître, s'ils comparaissaient libres et sont sortis libres, ça veut dire qu'il n'y avait pas des choses très 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 graves à les reprocher. Vous imaginez un procès terroriste, quand même, c'est pas enclin à l'indulgence, quoi. Mais enfin, quand même, les types, ils n'avaient pas fait rien du tout. Simplement, on a l'impression que leur vie avait été complètement percutée, par le fait de s'être trouvés mêlés à ça. Et ceux-là, ils étaient touchants, quoi. Et à un moment, j'étais intrigué par eux, j'ai commencé à aller les voir, ce qui somme toute était possible puisqu'ils étaient là, quoi. Ils étaient là à raser les murs, à manger leur sandwich tous les trois sur les marches du palais. En fait, ils étaient très contents qu'on vienne leur parler, et ce qu'ils pouvaient raconter était quand même très j'allais dire presque attendrissant, quoi. C'est sur la façon dont ils non, parce que les types, ils sont belges, ils vivent en Belgique, ils ont pas d'argent, et donc ils sont obligés d'être à Paris pendant tout le temps du procès, ça veut dire simplement concrètement, matériellement, comment ils se débrouillaient pour se loger. Ils étaient 2 à se partager un abri de jardin dans le jardin d'une vieille dame en banlieue, et à dormir tous les 2 dans le même lit comme ça, et à se faire ils étaient assez émouvants, et de fait, petit à petit, là, ils ont suscité une espèce de sympathie croissante qui fait que je pense on a pu discuter le verdict sur un tas de plans, mais que si on avait envoyé en prison Ali ou le Cadi, tout le monde aurait été très très en colère, quoi. Oui, c'était émouvant, et pour le coup ému aussi d'entendre les dépositions des parties civiles. Oui, il y avait quelque chose de cet ordre-là, quand même. Et au bout d'un moment, il y a même vraiment des parties civiles qui sont venues leur parler, leur manifester beaucoup une sympathie qui les faisait pleurer, quoi, véritablement. Tout à coup, on les traitait comme des êtres humains, quoi. Bon, et alors le verdict, puisque ça se termine comme ça, un procès. Toi, Emmanuel, tu as plutôt salué son exemplarité, Pascal Robert-Dard, je ne sais pas très bien ce que... Si, plutôt, non, globalement. Non. Non, je ne suis pas d'accord. Sauf sur la perpétuité réelle. Oui, sur la perpétuité réelle, je trouve pas globalement, ça. j'ai dit globalement. Vas-y, parce que je pense qu'on a la même position, a priori. Oui, la perpétuité réelle, c'est la limite. C'est-à-dire qu'en fait... le procès est effectivement exemplaire. Enfin, encore une fois, moi, j'ai pas tout suivi, mais j'ai vraiment tout lu après, et surtout, ils ont été d'abord. Enfin, ça, c'est encore une fois, on le voit beaucoup dans V13, mais ils ont quand même été magistralement défendus. C'est quand même quelque chose de très important. Il y a eu des plaidoiries vraiment magnifiques. Et effectivement, au bout de tout ça, on aurait pu imaginer que cette sanction absolue, la perpétuité réelle, c'est une peine qui est très 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 rarement prononcée, ne soit pas prononcée contre Abdeslam pour une raison simple, c'est que on se demandait de quelle peine serait tombée sur ceux qui se sont fait sauter. Il y a un doute sur Abdeslam. On ne sait pas si son gilet... Enfin, il a dit finalement qu'il avait voulu épargner, etc. Bon, on ne sait pas s'il dit la vérité ou pas. Toujours est-il qu'il... De fait, il n'a tué personne. De fait, il n'a tué personne. Si un tueur avait été donc du coup, dans de... la hiérarchisation, c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'une perpétuité avec peine de sûreté, etc., mais avec la perpétuité réelle, c'est encore au-dessus, n'était pas forcément nécessaire s'ils avaient voulu vraiment montrer que le procès avait
un peu fait bouger les lignes. Mais je crois que les parties civiles, enfin beaucoup de parties civiles avaient le même sentiment. Avaient le même sentiment. Avaient le même sentiment, oui. Non, c'est certain qu'on là, dans ce verdict, dans ce jugement-là, on a l'exemplarité a pris le pas sur la proportionnalité, quoi. Ces deux, là, ça a été quand même deux impératifs contradictoires et ils ont fait un choix, quoi. C'est pas, il est défendable, mais moi, oui, je fais partie des gens que ça a mis mal à l'aise, quoi. Et en effet, beaucoup de pas. D'une façon générale, il y avait aussi une chose, enfin, qui, tu vois, dans ce qui fait qu'on a pu qualifier ce procès d'exemplaire, il y a le fait, effectivement, que ça s'est quand même déroulé dans une dignité constante, que tous les rôles de la justice ont été remarquablement tenus. Je veux dire, les avocats généraux étaient brillantissimes, les avocats de la défense étaient formidables. Bon, les avocats de partie civile, il y en était tellement qu'il y en avait, il y en avait des... Mais ça a été de très, très, très haut niveau. Et qu'est-ce que je voulais dire Sur le verdict. Oui, non, ce que je voulais... parmi les parties civiles, c'était impressionnant de voir combien étaient non seulement conscients, mais soucieux de l'importance d'une bonne défense, de choses comme capables d'aller nouer des relations cordiales avec des avocats de la défense. Ça suppose quand même une espèce de maturité civique impressionnante, qui était... c'était quelque chose, hein, ça. Bon, et puis le président aussi, je crois, a été exemplaire. Et d'ailleurs, Pascal Robert-Diard écrit dans son roman, qui ne parle pas de V13, la qualité d'un procès dépend d'abord de celui ou celle qui le préside. Alors j'ai évidemment beaucoup d'autres questions, mais je crois que c'est l'heure des vôtres. Voilà. Je suis sûr que vous en avez aussi. Bonjour. J'ai une question. Vous disiez que s'il y avait eu un appel, ça aurait changé pour la postérité, ça aurait changé quelque chose, et que comme il n'y en a pas, c'est ce livre qui va rester. Je n'ai pas compris. Et j'ai deux questions. Ce que vous disiez tous les deux sur le fait que les victimes en fait, de partie civile étaient soucieuses, que tout le monde, que les accusés soient bien défendus, c'est rare ça? Alors, non, sur le fait que ce procès, qu'il n'y ait pas d'appel sur ce procès, c'est qu'effectivement, voilà, l'histoire est terminée. C'est juste ce que je veux dire. Donc, du coup, V13, le livre, raconte une histoire qui est terminée. Alors que si vous prenez... il aurait raconté un procès, le procès de première instance. Il n'aurait pas raconté le procès en appel. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Et la deuxième question, vous voulez dire sur... Sur cette espèce d'humanisme, en fait, qu'il y avait partout dans ce procès, j'ai l'impression que les gens avaient cette capacité... Enfin, les victimes, les parties civiles avaient cette capacité d'intelligence et d'humanisme que je trouve pas du tout évidente. Est-ce que c'est... C'est rare. C'est rare, c'est ça. Non, comment vous l'expliquez ? Alors, je l'explique... d'abord, je pense qu'il y a un côté sociologique. Il y a évidemment une dimension sociologique. Hein. C'était des gens qui étaient... des trentenaires, les victimes étaient principalement des trentenaires qui vont au concert, qui ont les moyens d'aller dîner sur les terrasses des restaurants parisiens. C'est pas n'importe qui non plus qui a ces moyens-là, donc il y avait quand même sociologiquement, à l'énoncé des professions, on entendait bien ça. Mais il n'y a pas que ça. Je crois que d'abord il y a eu aussi un travail, je pense, assez considérable des associations de victimes qui ont énormément, à mon avis, aidé ces personnes pendant ces 5-6 ans d'instruction, et qui a fait que, vous savez, quand on vous dit que vous allez participer à un procès historique, je crois quand même que ça élève tout le monde. En plus, le procès a été filmé. Donc, effectivement, il y avait cette idée aussi de déposer pour quelque chose qui était à la fois ce qu'on avait vécu intimement, c'est la violence terrifiante qu'ils avaient vécue, mais aussi de déposer pour quelque chose de plus grand qu'eux. Donc, c'est en ça que... parce qu'ils savaient aussi qu'ils nous représentaient, nous, parce qu'encore une fois, c'était nos valeurs qui étaient attaquées. Dans un procès d'assises ordinaire, vous avez un accusé qui a attaqué, qui a tué, qui a violé, etc., une autre personne, mais c'est leur affaire. Donc c'est en ça que le crime nous intéresse, parce que le crime raconte quelque chose de la société, de la manière dont cet homme ou cette femme a finalement basculé dans le crime.
Mais ça reste une affaire privée. Là, les procès pour terrorisme, c'est évidemment une affaire publique, donc je pense que ça élève tout le monde. Donc effectivement, cette dimension, elle est rarissime. Effectivement, c'est un procès très particulier du terrorisme. Effectivement, les accusés ne reconnaissaient pas cette justice. J'ai entendu plusieurs d'entre eux dire nous ne reconnaissons pas, nous n'écouterons pas, nous ne dirons rien. Est-ce que je voudrais savoir s'il y a une évolution, est-ce qu'il y a un caractère pédagogique, est-ce qu'au cours de ce long procès, ces accusés, ça serait quand même utile de le savoir, est-ce qu'ils ont quand même reconnu cette justice, est-ce qu'ils ont évolué, est-ce qu'il y a eu un côté positif, je dirais presque pédagogique? Ça m'intéresserait de savoir, parce qu'au début, ils étaient radicaux, on dit. Nous, on n'est pas, on ne vous reconnaît pas, ce ne sont pas nos valeurs, ce n'est pas notre justice. Vous vous souvenez de ça? Je voudrais savoir s'il y a une évolution, si vous l'avez remarqué, Pascal, vous-même. Merci. Emmanuel va en parler mieux que moi. Oui. Non, parce que j'ai tout suivi. Alors, dans le cas, par exemple, d'Abdeslam, accusé vedette, il a commencé, effectivement, tel que vous le décrivez, dans une espèce de position de rupture totale, je ne reconnais pas votre justice, voilà. Et ensuite, il n'a pas cessé d'osciller, mais on avait l'impression vraiment de quelqu'un, là, vraiment d'un problème psychologique ou psychique qui était vraiment celui d'une très très grande difficulté à s'identifier à un rôle en changeant. Il en changeait tout le temps, quoi. Il était parfois l'ombrageux combattant de l'État islamique, parfois le pauvre petit gars de Molenbeek qui finalement n'était pas mauvais zig, mais qui avait eu des mauvaises influences. Et il a fini par des espèces d'excuses qu'on peut trouver convaincantes. Enfin, il avait tendance aussi beaucoup à dire que la justice et ce procès avaient ruiné sa vie et que c'était. Et pour d'autres, c'était. Alors, il y en a qui sont restés murés dans leur silence. Ceux qui en ont fait vraiment une politique. C'était très variable aussi selon les enjeux. Il y avait ceux qui avaient une chance de s'en tirer un petit peu mieux, dont les avocats avaient une marge de manœuvre. Puis sinon, ceux où en fait la marge se jouait entre au niveau de la peine de sûreté. Dans le cas d'Abdeslam, justement, il n'y a pas de peine de sûreté parce que perpétuité incompressible. Mais je dirais que ça a été très variable selon les accusés et, à mon sens, très sporadique. C'est cette espèce de prise de conscience. Ouais, puis, mais je suis peut-être sévère en disant ça, Non, mais surtout, ce qui est intéressant et ce qui est aussi souligné dans Vétresse, c'est cette différence avec Barbie, justement, c'est qu'il n'y avait pas, parmi les avocats, de défense de rupture. C'est-à-dire qu'aucun des avocats des terroristes n'a choisi cette défense qu'on appelle de rupture, c'est-à-dire je ne reconnais pas la justice qui est pratiquée là, ce qu'avait fait Barbie, en disant moi de toute façon je ne m'inscris pas parce que chaque fois que vous me reprocherez ça, je vous reprocherai les crimes qui ont été commis pendant le colonialisme, etc. Aucun des avocats de ces accusés n'a pratiqué une défense de rupture. Il y a eu à un moment donné une tentative intéressante, mais qui n'est pas allée assez loin, mais qui était quand même une tentative de défense un peu politique. C'est-à-dire de dire, ça n'est pas rien, c'est quand même une réponse à ce que la France, à un moment donné, en tout cas tel qu'ils l'ont perçu, c'est-à-dire que c'était quand même quelque chose qu'il fallait entendre, c'est-à-dire qu'effectivement, la France avait bombardé et qu'il y avait, y compris dans la chronologie, dans la volonté de Daesh d'envoyer des terroristes en Europe et tout particulièrement en France, parce que c'était quand même vraiment beaucoup la France qui était visée, il y avait ça. Ce qui est dommage, c'est qu'il y avait deux accusés, enfin un surtout, qui aurait pu vraiment porter qui a commencé à porter ce discours politique sans haine, sans excès. De fait, il a expliqué ce qu'il avait éprouvé. Et c'était intéressant. Et de fait, l'avocate de Salah, Abdeslam, Olivia Ronen, quand François Hollande est venu déposer, a pointé cette dimension politique. Mais c'est pas allé loin. D'abord parce que Salah Abdeslam, il est incapable de porter un discours politique. Enfin, hein. On sait, parce qu'en tant que journaliste, vous restez neutre, vous essayez de rester neutre. Vous, Emmanuel Carrère,
que ce soit dans les chroniques que vous remettiez au Nouvel Obs, mais également dans V13, on sent également que peut-être vous ne faites pas totalement part de tout ce que vous avez ressenti. Est-ce qu'il y a des choses deux ou trois choses que vous auriez aimé davantage exprimer, que ce soit notamment dans V13? Honnêtement, non. Enfin, il y a des choses que j'ai coupées pour des raisons d'agencement, de choses comme ça. Mais non, j'ai pas du tout eu l'impression de me censurer de quelque façon que ce soit. Par ailleurs, l'exercice impliquait d'être pas spécial, de n'avoir pas une présence trop envahissante, comme on a pu parfois peut-être me le reprocher pour d'autres livres. Mais là, c'était pas le lieu, disons. Mais non, j'ai pas du tout eu. Il y a pas de choses que j'aurais voulu dire et que je me suis interdit de dire ou non. C'est une question qui est peut-être un peu bizarre, mais vous parlez beaucoup de justice, mais pas beaucoup de droit. Vous abordez pas beaucoup. Je vous avoue que j'ai lu que V13 pour l'instant. Vous parlez un moment de l'article 353, je crois, du Code de procédure pénale qui a été repris par Tanguy Viel dans un de ses livres, et vous abordez de façon quand même assez distante ces questions juridiques. Est-ce que pour vous c'est un parti pris ou c'est plus votre passé de journaliste plus que de juriste qui fait ça? Alors, vous savez, aux assises, très concrètement, on fait très peu de droit. Les assises, je veux dire, il y a une qualification. Bien sûr, il y a beaucoup de droits au sens où un crime doit rentrer, il a un certain nombre de caractéristiques, il doit répondre à des critères. Donc ça, c'est ce qui va faire la décision. Un viol, c'est une notion de surprise, violence. Il y en a 4, je ne sais plus. Le meurtre, il y a la question, est-ce que c'était avec préméditation, sans préméditation? Sinon, avec préméditation, c'est un assassinat. Mais je veux dire, le droit tel que vous semblez en parler, ce n'est pas la question aux assises. C'est évidemment, on va définir, au bout du compte, il faut rendre un verdict, donc il faut que effectivement on puisse dire si ça en relève encore une fois d'un meurtre ou d'un assassinat, si c'est volontairement ou involontairement, etc., etc. Enfin, ça a été en général tranché à l'instruction. Devant les tribunaux correctionnels, on fait beaucoup plus de droit. Là, le droit est plus important. Mais dans une affaire comme celle-ci, la question était... Il a été condamné, cet homme a été condamné, ça veut dire qu'on a considéré qu'effectivement, il y avait eu acte de pénétration par violence, contrainte, surprise, etc. Voilà, c'est là le droit. La seule chose qui aurait pu éventuellement être reprochée à cette jeune fille, c'est, si on reste dans le droit, c'est le retournement, c'est-à-dire c'est la dénonciation calomnieuse. Voilà. Mais... ça n'est pas vraiment... Enfin, franchement, les notions de droit, je les ai acquises au fil du temps, notamment, encore une fois, dans les tribunaux correctionnels, parce que c'est très important et que je trouve ça passionnant, parce que c'est extrêmement structurant. Mais là, dans un procès d'assises, il y a peu de discussions de droit. Il y en a dans une espèce de domaine latéral qui est celui des indemnisations des victimes, sur lequel notre ami Mathieu Delahousse a écrit un livre qui s'appelle le prix de nos larmes, où il raconte exactement ce qui se passe dans ces tribunaux très spécialisés qui n'intéressent vraiment pas grand monde en dehors des personnes qui sont... dont on règle les affaires là, et tous les critères d'indemnisation. Moi, j'ai quand même assez longuement dans le livre, j'ai essayé de suivre les démonstrations d'un avocat qui essayait de faire entrer la notion d'angoisse de mort imminente, c'est-à-dire le fait que quand quelqu'un est mort, déjà il est mort et c'est un préjudice pour sa famille, pour ses proches, tout ça, mais en plus il peut être mort avec ce qu'on appelle cette angoisse de mort imminente, c'est-à-dire qu'entre le moment de la menace et le moment de sa mort, il a eu très très peur. Et si on établit ça, c'est comme si c'était quelque chose qui s'ajoutait au préjudice sur quoi pourra s'établir l'indemnisation des familles. C'est hyper technique. C'est important, hein, mais c'est hyper technique. Et par exemple, ça, c'est typiquement une question de droit qui a été abordée à un moment du procès
pas quand tous les avocats de partie civile ont parlé. Il y a un avocat qui a justement voulu faire du droit et qui l'a fait très très bien. Et j'ai essayé de relayer ce qu'il disait là. Mais et puis surtout au procès V13, il y a eu autre chose qui était quand même il y a une notion de droit qui a parcouru absolument tout le procès, c'est le fameux T de l'AMT. C'est l'association de malfaiteurs terroristes, c'est-à-dire que toute la stratégie des avocats de la défense, pour un certain nombre des accusés, espérait faire tomber le fameux T de l'AMT. Donc ça, c'est du droit. Là, effectivement, on est dans un débat juridique et celui-là, il a couru tout le long. Pour revenir sur ce qu'a dit Emmanuel, il y a quelque chose que je trouve très très beau dans la jurisprudence parce qu'effectivement, à un moment donné, ça c'est la dimension civile, c'est pas la dimension pénale, c'est la dimension civile, mais la question est de savoir qui on peut reconnaître partie civile. Et c'est évidemment un enjeu financier considérable. C'est aussi un enjeu de société. Dire, bon, vous avez la personne qui est effectivement morte, vous avez ses ascendants et descendants directs, vous avez les latéraux, et puis après, vous avez certains avocats, parce que ça a aussi un enjeu financier pour les avocats, qui venaient en disant, ah ben alors là, en fait, elle s'entendait très très bien avec sa belle-sœur, et donc la belle-sœur veut se constituer partie civile, et puis sa tante, et puis sa marraine, et puis voilà, et puis la meilleure amie, et donc à un moment donné, dans ces procès terroristes, ça je trouve ça moi absolument passionnant, il a fallu arrêter un peu. Il a fallu border le chagrin. Parce que le chagrin, non, on ne borde pas le chagrin. Mais en tout cas, ceux qui avaient droit à une indemnisation du chagrin. Et il y a une expression que je trouve absolument magnifique dans la jurisprudence de la Cour de cassation, qui est celle des témoins malheureux. C'est-à-dire qu'on a dit à un certain nombre de gens qui disent moi c'était cette fameuse dame qui était au Stade de France, alors elle vient, elle était toute secouée, elle tremblait à la barre, elle voulait à tout prix être reconnue partie civile, elle tenait pas sur ses jambes, et à un moment donné le président lui dit mais vous étiez où ? Vous étiez à l'extérieur du Stade de France ou à l'intérieur ? Alors, j'étais à l'intérieur. Et vous faisiez quoi ? Je regardais le match. Bon, donc il n'y a pas eu de bombe à l'intérieur. Vous étiez 80 000 à regarder le match. Voilà, ils étaient 80 000 à regarder le match. Donc il n'y avait pas moyen d'indemniser 80 000 personnes qui avaient pu se dire mais c'est dingue, j'ai échappé à un attentat. Oui, mais donc ceux-là étaient ce que la jurisprudence a appelé des témoins malheureux. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment, y compris dans le périmètre, c'était fascinant ça. Il y avait des limites, c'est-à-dire est-ce que vous aviez pu avoir cette fameuse angoisse de mort ? C'est-à-dire est-ce que vous aviez vu les terroristes vous foncer dessus, vous n'y étiez pas passé, mais vous avez vu les terroristes, vous avez vu les armes être braquées sur vous, donc ils ont déterminé des périmètres, et si vous étiez en dehors de ce périmètre, ou si vous arriviez une fois que la voiture des terroristes était passée, il y avait comme ça un gardien de la paix qui était pareil, qui était très 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 bouleversé, et qui était toujours en arrêt maladie 6 ans après, et qui racontait qu'il était arrivé sur les lieux après coup. On lui a dit, monsieur, nous comprenons très bien les procureurs notamment qui étaient très 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 délicats pour leur parler, mais délicats et implacables. Et implacables, lui ont expliqué, les avocats généraux lui ont expliqué, non mais monsieur, vous ne pouvez pas être reconnu partie civile, vous êtes un témoin malheureux. On racontait aussi l'histoire d'une dame qui voulait se porter partie civile parce que les attentats lui avaient pourri sa soirée d'anniversaire et elle avait vraiment prévu un truc très très bien qui avait coûté très cher et que la plupart des gens n'avaient pas pu venir parce que voilà. Bien, s'il y a une dernière question peut-être ? Oui. Merci beaucoup pour vos interventions très enrichissantes et moi, de même, monsieur juste avant, je n'ai lu pour l'instant que les 13. Et en fait, je voudrais revenir sur la question de la défense de rupture. Vous disiez donc que l'avocat, en tout cas les avocats de la défense, n'avaient pu mener une défense de rupture, notamment du fait de l'incapacité de la TELSAM de porter un discours politique. Mais si les avocats avaient pu porter un tel discours, une telle défense, en fait, je me pose la question de savoir comment une telle défense peut-elle être audible au sein de notre système judiciaire. Parce que j'ai l'impression qu'elle revient en fait à justifier la commission d'injustice par la commission d'autres injustices. Et en fait, je ne vois pas comment une telle défense aurait pu avoir un impact quelconque sur la nature de la condamnation ou sur le prononcé de la peine. Parce qu'en fait, ça reviendrait un peu à une forme de loi du talion qui, œil pour œil, dent pour dent, qui en fait me semble complètement inaudible au sein de notre justice libérale contemporaine. Voilà.
Est-ce que vous pensez que s'ils avaient exploité cette piste de la défense de rupture, cela aurait pu avoir un impact sur le prononcé de la condamnation? Moi, je pense exactement comme vous, c'est que c'était totalement inaudible et que ça aurait pu juste peut-être alourdir la peine, qu'il y avait pas, et que la mule était assez chargée comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne crois pas du tout que quiconque pouvait se lancer là-dedans. Oui, mais je pense surtout que les avocats de la défense ont fait exactement le même constat que vous, et que s'ils avaient pensé qu'une telle défense pouvait aider leurs clients, ils l'auraient fait. Mais ils l'auraient mené. Mais surtout, ça permet juste de dire un mot des avocats, parce que quand même, ce qui était fascinant, c'était, je crois qu'on a vraiment assisté là, et ça, ce sont les procès terroristes, mais à la naissance d'une nouvelle génération d'avocats qu'on va retrouver, on va les voir, on va les suivre pendant 20 ans, qui sont ces avocats de la conférence du stage, vous savez, ce concours d'éloquence du barreau de Paris qui, chaque année, comme ça, élit 12 secrétaires de la conférence du stage. C'est une grande tradition du barreau de Paris, et ils sont commis d'office. Alors, selon les époques, ils sont commis d'office aux comparutions immédiates, ils sont commis d'office dans les affaires de stup ordinaires, et cette génération-là, elle a été commise d'office pour la défense des terroristes. Donc il y avait vraiment une génération d'avocats là qui étaient jeunes, qui sont extrêmement brillants. Et c'est vrai qu'il y avait ça, mais je crois que d'ailleurs que Emmanuel le souligne dans V13, il y avait une cour qui était quand même une cour plutôt composée de gens âgés. Le président était parti à la retraite, et il y avait cette génération d'avocats généraux qui avaient une quarantaine d'années, qui étaient pareil d'un très haut niveau. Alors ça, c'est aussi une autre réalité, c'est que le terrorisme, comme la délinquance financière d'une certaine manière, ces dernières années ont attiré les meilleurs dans la magistrature, et que notamment cette avocate générale Camille Hentier, qui était vraiment d'une intelligence, elle était impeccable. Elle nous a tous éblouis. Elle nous a tous absolument éblouis. L'idée, moi je me souviens que quand je la regardais, quand elle prenait la parole, cette femme est entrée. Elle est entrée au Bataclan avec Molins. Elle était avec lui. Donc tout ce qu'elle pouvait dire, mais tout ce qu'elle retenait surtout, c'était quand même quelqu'un qui a vu. Elle a vu. Elle a entendu sonner les portables dans le vide. Elle a vu la scène de crime. Et elle a vécu là-dedans pendant 6 ans. Et ils étaient franchement exceptionnels. Là, il y a vraiment, à ce procès, moi j'ai trouvé l'apparition d'une double génération du côté des magistrats du parquet et du côté des avocats de la défense qu'on va retrouver, qui vont vraiment devenir des grandes, enfin qui sont déjà, mais qui vont continuer à être des grandes et des grands magistrats et avocats. Bien, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Merci encore Pascal Robert Diard. Donc, vous publiez La Petite Menteuse aux éditions de l'Iconoclaste, et puis Emmanuel Carrère, V13 aux éditions POL. Et je vous recommande vraiment très fort les 2 livres que je crois vous pouvez vous procurer ici. Merci beaucoup.